pour l'enregistrement. Voilà. Donc, Paul, je te laisse la parole sur notre jeu d'introduction pendant que j'affecte les personnes dans les salles. Alors, on va vous proposer en guise d'apéritif de vous poser une question. Alors, on va vous répartir dans des salles de Teams. Ça va être rapide, hein. C'est un sujet où vous allez échanger 5-6 minutes en 4 équipes. Chaque équipe va évoluer dans une culture d'entreprise qu'on va vous donner. On va vous imposer une culture. On va vous proposer de vous mettre dans une culture d'entreprise spécifique. Vous travaillerez toutes sur le même problème et vous nous direz, en fonction de la culture qu'on vous aura prescrite, quelle est la réaction, quelle est la solution que vous pouvez penser, aborder et proposer à cette solution. Donc, du coup, à ce problème, pardon. Donc, on va avoir 4 équipes. Une équipe 1 qui aura comme culture, une culture familiale, culture de coopération agile, axée sur vraiment la coopération, la collaboration, le travail d'équipe, le soutien mutuel, dans un monde massivement informel, fonctionnement comme une grande famille, les employés se sentent valorisés, soutenus. L'équipe 2, c'est plutôt une culture de l'innovation, l'accent est mis sur l'innovation, la créativité, la prise de risque. L'entreprise cherche constamment à être à la pointe des nouvelles idées, des développements, mais elle est finalement assez peu structurée sur les plans organisation et processus. L'équipe 3, plutôt une culture de la performance, c'est-à-dire une culture, alors on pourrait discuter longuement du sujet performance, c'est une culture, on va dire, des résultats indicateurs. L'accent est mis sur la compétitivité, les résultats et l'atteinte des objectifs. L'entreprise recherche en permanence la performance de tous et sanctionne la non-atteinte des résultats. Et dans l'équipe 4, vous avez plutôt une équipe hiérarchique, une culture hiérarchique et plutôt directive, caractérisée par des structures formelles, des procédures et des règles claires. La stabilité et l'efficacité sont les priorités du management, mais il y a peu de marge de manœuvre et de dialogue au quotidien. Ça va c'est très court, mais l'idée, c'est pas on n'est pas en train de faire un doctorat de sociologie, donc on est plutôt là, ici, en train de se dire, voilà, on va se projeter dans ces différentes cultures et on va essayer de répondre aux problèmes suivants que je vais vous présenter. Vous êtes sur la Cultindus, c'est une entreprise de 1500 salariés en France, qui est plutôt dans le manufacturing. Et depuis 1 an, les résultats sécurité de l'entreprise se dégradent, alors qu'ils s'étaient améliorés les 4 années précédentes. Du coup, le système santé-sécurité, lui, il est bien en place. Les outils sont bien à disposition des managers. On fait par exemple des analyses de risque, on a des accidents, on a des arbres des causes, on a les règles vitales qui ont été identifiées, les visites de sécurité sont en place. Donc voilà, donc on a un système qui est en place, mais depuis 2 ans, on observe une dérive des écarts de comportement. Mais on ne les a pas vraiment quantifiés. L'entreprise ne fait pas un suivi régulier à ce niveau de détail. Elle a un peu du mal et un peu démunie. Pourtant, elle voit ses résultats qui se dégradent. Qualitativement, les équipes santé-sécurité font part du manque de respect des règles, de manque d'anticipation et de prise de risque non justifiée et de précipitation. Voilà. Petite situation dans lequel on va vous proposer de vous projeter. Vous aurez un optimien dans chaque groupe au moins qui vous partagera l'écran avec les données, à la fois votre culture et puis les questions qu'on vous a posées et le cadrage de la problématique. Et vous discutez librement 5-6 minutes. Au bout d'un moment, je suis désolé parce que chaque fois ça fait un peu froid, automatiquement vous allez être rapatrié dans cette salle principale. En général, vous allez avoir un compte à rebours. Une fois que c'est parti, on ne peut plus l'arrêter. Ça vous coupe un peu la parole, j'en suis désolé. D'avance, je m'en excuse. Charles, est-ce que tu es prêt à lancer? Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Les personnes sont toutes attribuées. Il n'y a pas de questions? Pas de main levée? Ah, il y a dans la conversation, je vois qu'il y a un point rouge. Hop. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que c'est 10 minutes ou 5 minutes en sous-salle? Merci, Patrick, parce qu'il y a les deux qui sont écrits. Alors, en fait, entre les deux, c'est possible de dire entre les deux? On voulait avoir un peu de souplesse par rapport au timing, mais on est bien en timing. Donc, on va se dire 7-8 minutes. Et de toute façon, ça partira tout seul. Mais partez sur 7-8 minutes. Eh bien, à tout de suite. Alors, désolé, ça a dû être un peu violent. Oui. Bon, vous m'entendez? Est-ce que vous C'était pas mal, on t'est bien prévenu avant et tout, c'est nickel. Alors, moi, je vous entends pas. On t'entend bien, Paul. J'ai eu un problème de son, je suis allé dans un groupe, mais comme on était 2 dans la même salle et dans 2 sous-groupes différents, en fait, j'ai pas pu écouter. Donc désolé, j'étais avec l'équipe 2, mais je ne vous ai pas du tout écouté. Alors, du coup, est-ce que tout le monde est revenu? Oui, a priori. Semble.
Alors, j'espère que ça vous a inspiré, que vous êtes bien resté dans votre rôle. Qu'est-ce que votre culture vous a poussé à faire et à lancer? Donc, du coup, on va prendre le groupe 1 qui veut nous résumer quelques idées d'action, quelques idées de réaction face à cette situation. Céline, tu étais bien partie? Vas-y, Alors, il faut Céline, remettre votre micro. je t'aiderai si nécessaire. Oui, vous me faites travailler aujourd'hui. Bah oui, hein, on te sollicite 2 fois là. Je suis là en tant qu'ancien manager. Allez, tu vas m'aider, Vincent. Alors, nous, on est dans une culture familiale très proche des salariés. Pour comprendre, on va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé, enfin, pourquoi on en est arrivé là. Donc, se rapprocher du terrain pour discuter avec eux, brainstormer et avoir vraiment essayé de comprendre avec eux ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qu'on s'est dit, Vincent? Il y avait également comprendre pourquoi on est dans cette situation-là, donc quelles sont les causes du problème. On essaye de mettre en place une amélioration, donc voir l'input qui fait qu'on doive faire ce projet-là. Il y avait un point sécurité, le dernier point dont tu parlais à la fin. Donc, Et vous aviez parlé indicateur aussi, hein. et indicateur, ouais, Oui, en fait, on manquait de données indicateur. précises, donc il fallait mettre en place aussi des éléments pour un peu mieux comprendre précisément et factuellement ce qui se passait. Tout en vous disant que ça ne sera probablement pas très facile nécessairement dans votre culture parce que vous n'en avez pas l'habitude. Voilà. Ok, super. Groupe 2. Qui veut parler dans le groupe 2? Alors, du coup, c'est moi qui ai été désigné. Donc, dans le groupe 2, nous, on s'est donc jeté sur les innovations et les solutions. On n'a pas cherché à comprendre pourquoi. Et on est parti avec 4 solutions. La première solution, c'est d'équiper tout le monde avec des téléphones portables et un réseau social d'entreprise sur lesquels les gens mettraient leur situation à risque et partageraient leur cas, en fait, notamment de situation à risque, de problèmes de comportement, etc., avec une gamification et un reward à ceux qui publient le plus. Le deuxième truc, c'est de mettre dans les salles de pause des jeux vidéo dans lesquels les gens seraient en situation professionnelle, mais du coup dans un jeu et dans lesquels leur comportement se traduirait par des crashs pour les sensibiliser à ça. Le troisième sujet, ça a été de faire un forum de témoignages. Alors ça rejoint un peu le premier, mais de faire en sorte que les gens puissent témoigner des situations à risque dans des petits groupes pour que on mette en avant ces choses-là. Le quatrième sujet, c'était d'équiper toutes les machines de puces RFID et de caméras pour qu'elles s'arrêtent dès qu'il y a des gens qui approchent. Ce type de solution, mais très techno, en fait, autour de la mise en place de la technologie pour solutionner les problèmes de sécurité. Et le dernier, c'est qu'on va quand même essayer de comprendre sur le long terme, donc c'est effectivement mettre quelques indicateurs pour que dans 6-8 mois, on puisse analyser un peu mieux le problème. Super, très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Qui prend sur le groupe 3? Est-ce qu'il y en a un ou une d'entre vous qui veut prendre? Sinon, j'y vais. Si Vas-y, personne- Mélanie. Allez, je résume. Donc, nous, on s'est dit, première action, c'est d'aller sur le terrain, d'écouter, de comprendre ce que les équipes perçoivent, de comment elles vivent ce sujet sécurité. Deuxième axe, c'est la mesure. Bâtonner, mesurer les écarts, favoriser la remontée favoriser la remontée en déclaratif des situations d'écart pour faire en sorte d'avoir une idée de quelles sont finalement les familles de risque. Et le troisième axe, c'était d'embarquer la direction, puisque en fait, la culture de la performance vient de tout en haut, et donc de faire un bilan actuel un bilan de la situation actuelle avec la direction, et pour réussir à leur faire comprendre quel est le pourquoi de cette situation. C'est sûr que dans cette culture, si vous n'embarquez pas la direction, c'est même pas la peine d'essayer. Super. Merci beaucoup. Équipe 4.
Alors, qui se lance dans l'équipe 4? Oui, on n'a pas désigné de je veux bien me porte-parole. lancer, je veux bien Allez, me lancer vas-y, dans l'équipe Mickaël. 4. Oui, super. Donc, Michel. dans l'équipe 4, comme on est dans une culture verticale, on s'est dit il faut qu'il y ait des choses qui viennent d'en haut, puisque c'est la culture de l'entreprise, donc du top management et du management en général. Mais on a mis en face aussi la notion d'efficacité. Et pour être efficace, il faut quand même aller sur le terrain et dialoguer avec les gens pour comprendre comment ça se passe. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que le management local dans les usines aille sur le terrain rencontrer les personnes et puis avec les personnes faire le bon diagnostic de manière à remettre les actions nécessaires en place. Voilà en gros ce qu'on a discuté, me semble-t-il. On avait quand même dit que dans notre culture très hiérarchique, ça commencerait sans doute par des injonctions top-down, des grandes réunions plénières avec un grand écran accroché au plafond, tout le monde doit lever la tête et on leur dit attention, c'est pas bien. Et il va falloir que vous recommenciez à respecter les règles et on va descendre sur le terrain, regardez ce que vous faites. Bon, je suis un peu cynique, mais on avait quand même commencé en se disant, vu la culture, ça risquerait de prendre un petit peu ce format-là. Super, merci beaucoup. Et on a quelques remarques dans la conversation. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Baptiste? Oui. Vous aurez dû virer le responsable de sécurité. Oui, d'accord, ok. Ok, ça marche. Un compromis à la belge, dit Patrick, parce que Patrick a grandi en Belgique. Hein. C'est pas la belgiophobie. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous propose de continuer du coup, et du coup, je laisse. Juste excusez-moi, d'abord un mot de conclusion sur l'exercice. J'espère que vous êtes marqués comme moi de la différence qu'une culture, même si c'est grossier, même si c'est très rapide, peut induire dans notre orientation action. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en partant d'une culture, on ne va pas agir de la même manière sur le même problème. Et du coup, c'est intéressant de se dire, probablement qu'il n'y a pas une meilleure culture qu'une autre. Bon, il y a quelques-unes qui sont probablement pas adaptées, mais en tout cas, il n'y a pas de jugement de valeur entre les cultures. Et par contre, face à une situation, une culture peut vous amener à prendre des décisions qui sont assez différentes les unes des autres, et c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Super, merci Paul. Je me mets à côté de toi. Voilà. Je vais présenter donc cette fois-ci nos invités qui compléteront. Hein. Merci d'abord Céline Philippon, donc tu es ingénieure qualité dans l'équipe qualité de Bolof sur le site de la Ravoire à Chambéry, mais tu présenteras l'entreprise et tu as joué le jeu de chef de projet de ce projet de transformation de la culture qualité. Au passage, effectivement, Vincent Adam, qui exerçait ce rôle précédemment, mais qui est dans une autre entreprise maintenant, nous fait la gentillesse de participer à notre webinaire. Donc, merci aussi, Vincent. Sylvain Faguer, tu es responsable d'une équipe de conception au bureau d'études sur le même site de Chambéry de Bolof. Et tu as mordu, entre guillemets, à l'hameçon de cette démarche culture-qualité. Et tu as mis en place des choses dans ton équipe dont tu nous parleras et c'est passionnant. Et puis Lauriane, tu es responsable des achats de Bolof sur le site de la Ravoire et tu as aussi mis en place de nombreuses choses dans tes équipes. Et donc, merci à tous les trois. Donc, c'est Céline qui prendra plutôt la main, hein, mais merci à tous les trois pour votre témoignage parce que c'est vivant et ça donne une bonne idée du travail collectif qu'on a pu mener ensemble. Voilà, donc Céline, si tu veux prendre la main, c'est toi qui partages maintenant ton écran. Oui. Parfait. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Pour l'instant, non. Alors, moi, Oui. oui. Moi, oui. Moi, Bon, oui. très bien. Oui, on va. Parfait. Voilà. Bon, alors, bonjour à tous. Merci de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous présenter ce projet qui nous a bien occupé dans l'entreprise puisqu'on a travaillé pendant 4 ans dessus. Et personnellement, ça m'a bien occupé en tout cas pendant ces années. Donc, on va faire une petite présentation d'à peu près 30 minutes. Je vais vous présenter l'entreprise, qu'est-ce qui a déclenché le projet,
les grandes phases du projet et puis un résultat et un rétex. Donc, par rapport à l'équipe ici, pour nous présenter rapidement tous les trois, je vais commencer. Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis chez Boloff. J'ai principalement été au service qualité opérationnelle. Donc, j'ai traité longtemps les réclamations clients. Et puis, un peu plus récemment, donc, je suis plus au niveau qualité méthode. Donc, on va dire plus en mode préventif. Ce qui est... Voilà, j'ai vécu pendant longtemps en mode un peu pompier dans la gestion des réclamations clients. Et le fait d'intégrer ce projet, ben, c'est super pour moi parce que j'ai pu œuvrer un petit peu voilà, dans l'aspect préventif de la qualité. Sylvain, si tu veux te présenter en quelques mots Oui, aussi. bien sûr. Donc Sylvain Faguet, ça fait 18 ans que je suis chez Boloff. Je suis manager et responsable donc de la conception produit chez Boloff France sur les produits qu'on fabrique et qu'on achète. J'ai une équipe de 6-7 personnes, on va dire, en ce moment. Ça varie, mais voilà, j'ai 7 personnes dans mon équipe. On est en charge donc de tout ce qui est plan des produits, de la fabrication, des plans de fabrication jusqu'au plan client, quel contrat avec le client. Et on a une partie aussi où on s'occupe de toute la partie, ce qu'on appelle données techniques sur notre ERP, la structure de fabrication du produit dans notre ERP. Voilà, donc on gère tout ça. Et puis, ben, je suis tombé dans la culture qualité. Je me suis pas fait mal, je vous rassure. Et surtout, en tant que, voilà, en tant que formateur culture qualité, animateur, on va dire culture qualité, j'ai fait pas mal de formations culture qualité au sein de l'entreprise, puisqu'on on expliquera tout à l'heure, mais on a formé beaucoup de personnes. Et puis, ça m'a beaucoup apporté, moi, dans mon rôle de formateur, de manager, beaucoup de choses que je vous expliquerai après. Merci. Lauriane? À tous, Lauriane Maillan, responsable des achats. Ça fait 16 ans que je suis chez Boloff, donc on a tous bien de l'ancienneté là. Ça fait 7 ans que je suis aux achats. Avant, j'étais à la technique. Je suis ingénieure de formation, donc pas un parcours achat typique, mais voilà. Donc, la qualité, bah, c'est aussi très important sur la partie achat, parce que la qualité de nos fournisseurs implique aussi la qualité finale de nos produits. Donc, il était aussi important pour nous, aux achats, de rentrer dans ce projet, et on est rentré dans ce projet, il n'y a aucun problème. Voilà, je m'arrêterai là. Je suis aussi membre du comité de direction, donc j'ai vu aussi les premières étapes que Céline vous présentera. Tout à fait. Ok, merci Lauriane. Donc, alors pour ma part, pour revenir aussi à mon rôle un petit peu dans le projet, donc j'étais membre du comité de pilotage. Après, j'ai repris le pilotage du projet, et puis j'ai participé à l'ingénierie des modules, la mise en place des modules. J'ai été animateur et je me suis occupée de la partie communication. Donc, c'est pour ça que j'ai une vision assez large et complète du projet, parce que j'étais impliquée à peu près à tous les niveaux. Alors, je vais vous présenter Boloff rapidement pour vous montrer dans quel contexte on évolue. Donc, Boloff, c'est un groupe international de 3400 personnes. On est répartis partout dans le monde, dans 25 pays. On a 43 sites, dont 13 sites de production, le reste étant de la vente. Donc, on fait des éléments de fixation. Je reviendrai un petit peu plus dessus. On fait à peu près 18 millions d'éléments de fixation par jour. Et on a un chiffre d'affaires d'à peu près 800 millions d'euros par an 2023. Donc, nos produits, c'est des petits produits de fixation connus sur les marques Rifta, Kélicol, Flexitol, Rifclé, Rifquick. Et on fait également des équipements de pose pour poser ces produits. On a des valeurs fortes dans notre groupe. Donc, groupe familial indépendant, basé sur le développement durable, des citoyens responsables. On a pour culture courage, équité, confiance, et puis donc des valeurs service client, atteinte de l'excellence et être leader, bien sûr, dans notre domaine. On a chez Boloff, au niveau du groupe, un système d'amélioration continue qu'on appelle l'OBS. Donc, je vous en parle parce que c'est quand même en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est une valeur aussi qui est assez importante
et donc qui se déploie en fait sur le terrain au niveau des ateliers, mais aussi dans les bureaux. Donc un système d'amélioration continue assez développé. Alors, le projet donc, on l'a mené en France, sur les 2 sites français qu'on a en fait. Donc, nous, on est sur Chambéry, à la Ravoire. Donc, c'est un site de 400 personnes environ, qui a été construit en 1975. Et puis, il y a 5 ans, on a construit un site logistique, donc à 15 km d'ici, à Montmélian, où il y a environ 45 personnes. Donc, on a des co-directeurs, Sébastien Berthelot et Thierry Morin. Donc au niveau du site en France, on est donc à peu près 450 personnes, avec un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros, dont 55% à l'export. Donc nos gros clients, c'est principalement l'automobile, puisqu'on est à 60% chez eux. Beaucoup d'industrie aussi, et un petit peu d'aéronautique. Donc on fabrique à peu près presque 3 millions d'éléments de fixation par jour sur le site de Chambéry, et on produit également des outils de pose. Donc, pour être un petit peu plus précis sur nos produits, donc on fabrique des écrous noyés, des rivets. Donc, c'est des produits en fait très grande série qui sont fabriqués en frappe à froid. Donc, sur des grosses machines qui font beaucoup de bruit et qui tapent beaucoup de pièces à la fois. On fait un petit peu aussi d'injection plastique. Et puis, on a une autre partie donc, qui conçoit les éléments les outils de pose qui vont servir à poser nos produits. Donc, on propose des solutions complètes à nos clients, donc les produits et les systèmes qui permettent de les poser. En termes de certification, donc bien sûr, on est IATF, donc on est certifié automobile, ISO 9001, 14001 pour l'environnement, 9100 pour l'aéronautique, et l'année dernière, on a eu l'accréditation 45001 pour la santé et la sécurité. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le groupe, n'hésitez pas à vous connecter avec le petit lien ci-dessous pour savoir un petit peu plus. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, de ce projet Culture Qualité. Donc, on va voir comment est arrivé ce projet. Alors, ça a commencé au niveau du bureau des réclamations. Donc, en fait, on suivait depuis un certain temps, vous voyez la courbe à l'écran, en fait, le nombre de réclamations ramenées à notre chiffre d'affaires. Donc, on va dire que depuis de nombreuses années, on était plutôt en amélioration. Et puis, à partir de 2017, 2018, 2019, on a commencé à avoir des chiffres qui se dégradent. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation du nombre de nos réclamations, et particulièrement chez un de nos gros clients automobiles, chez qui ça commençait à devenir compliqué, et avec qui on a eu une crise, on peut le dire. Donc, cette année-là, on a atteint 146 réclamations donc, en 2019. Ce client est venu nous auditer, et suite à son audit, en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que nous n'avions pas le quality mindset, c'est-à-dire que nous n'avions pas l'esprit client. Donc, ça a été quand même un électrochoc d'entendre ça pour la direction notamment. Alors, la petite dame là qui crie en bas, c'est moi, on peut dire, parce que c'est moi qui m'occupais de ce client à l'époque. Donc, j'ai bien senti passer cette crise. Et par contre, c'est vrai que quand l'auditeur nous a donné son constat, c'est un constat en fait qui était assez partagé dans notre équipe qualité. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on se sentait assez seul en fait quand on avait une problématique client. On sentait que les autres services n'étaient pas forcément hyper impliqués, et c'était toujours vraiment la qualité qui était moteur pour répondre aux clients, animer des plans d'action, etc. Donc, on a un petit peu résumé ça avec cette illustration d'un salarié qui est dans son fauteuil et qui se dit qu'est-ce que les autres pourraient changer pour que je m'améliore. Donc, en fait, on a pris conscience de la nécessité de mettre en œuvre une transformation culturelle. Et donc, nos directeurs, en fait, ont vraiment pris conscience de ça aussi à ce moment-là. Donc, au niveau du déroulement du projet, donc après cet électrochoc qu'on a eu, donc c'était en juin 2019, donc nos directeurs se sont dit, notre responsable qualité de l'époque, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, on a consulté Optime Ressources. Et puis, après plusieurs échanges avec eux, donc on a décidé de partir sur ce projet de transformation culturelle. Et donc, on a eu un go de notre comité directeur en juillet 2020 pour attaquer ce projet. Et donc, on a attaqué avec un premier module dont Lauriane va vous parler puisqu'elle y a participé. Donc, Lauriane, je te laisse expliquer la première partie du projet. Alors, la première partie du projet, c'est bien sûr d'avoir l'alignement des managers, de tous les managers. Parce que si la tête veut, mais que le management ne suit pas, en fait, il y a une rupture et donc on n'arrivera pas à découler. Donc, l'objectif, c'était d'avoir le go des managers pour continuer le projet. Donc, c'était un jalon go-no-go. Pour ce jalon no-go, il y avait eu des ateliers avant qui avaient été entrepris, donc l'analyse des causes racines avec certains des managers dans le but de comprendre, de comprendre et d'identifier des causes racines et des problèmes de fond à traiter et de soulever des problématiques qu'il faudra traiter le long de ce projet. Bien sûr, c'était aussi définir les objectifs du projet et donner ce go par rapport à ces objectifs et puis définir l'organisation de comment on y va. Donc, pourquoi on y va et comment on y va. Voilà. Et donc, il y a eu un go. Je crois que quasiment 98% des managers ont dit oui, il faut y aller. Pour moi, pour ma part, j'ai toujours été assez sensible à la qualité, donc c'était aucun problème d'y aller et plutôt de dire oui, la crise avec le client automobile a été assez sensible et c'était plutôt bon, c'est bon, on y va, on prend le truc à bras le corps et on y va. Merci Lauriane. Donc les grandes étapes du projet, on les voit ici. Donc en fait, le challenge, c'était de faire cette transformation culturelle sur toutes les strates de l'entreprise, donc du top management jusqu'au terrain, et dans tous les services. Donc pour ça, en fait, on a décliné différents modules qui s'adressaient à différents types de populations, donc avec des contenus et des outils différents. Sachant que le gros, en fait, c'est le module 4 qui sera déployé en fait à l'ensemble du personnel. Donc, on va revenir sur chacun de ces modules en vous expliquant un petit peu plus comment on les a menés. Donc, le projet, là, on est parti sur 4 ans. Hein. Donc, le module 2, donc le tout premier, donc c'était vraiment le top management. Là, on s'est adressé donc à tous les managers de proximité, aux chefs de projet, à tout le service qualité et aussi aux superviseurs de production. Donc, c'est les team leaders en fait dans les équipes au niveau de la production. Donc, c'était un module de 4 jours. Et on a formé à peu près 68 salariés, donc avec 4 thèmes principaux. Donc, le premier, c'était, on voulait vraiment faire entendre la voix du client à l'ensemble des managers. Donc, quand on dit la voix, c'est vraiment la voix, c'est-à-dire qu'on les a eus en Zoom pour qu'ils nous expliquent en fait quelles étaient leurs attentes vraiment en termes de qualité. Et puis, on a utilisé un outil qui s'appelle la courbe de Bradley, dont Charles vous reparlera tout à l'heure en fin de webinaire. Et puis, donc, bien sûr, on a fait une passe sur les core tools, donc les outils qualité. Alors, pour nous, à la qualité, c'est évident, bien sûr, mais pour des gens de services complètement différents, ressources humaines, par exemple, voilà, ça peut être complètement nouveau. Donc, l'idée, c'était en fait pas de faire une formation détaillée de tous les outils qualité, bien sûr, mais de dire à quoi ça sert et puis de s'en approprier certains, bon, au niveau de l'amélioration continue, par exemple. Au niveau des VRS, c'est un outil chez nous qui a été déployé très largement, qui n'était pas forcément connu au début, donc c'est-à-dire la vérification du respect des standards. Donc c'est que tout le monde en fait est déjà un petit peu connaissance de ces outils de base. La troisième partie, c'était comment être un leader qualité, donc comment on peut animer la qualité au quotidien, quels outils de management on peut utiliser pour motiver les équipes. Et la dernière partie, c'était comment on peut déjà commencer à s'impliquer personnellement, à impliquer les managers. Donc en fait, il y a eu des travails d'équipe pluridisciplinaires pour identifier des thématiques et déjà se mettre en action et puis se proposer des plans d'action en fait par équipe. Et aussi individuellement des réflexions sur qu'est-ce que à mon niveau,
je peux faire déjà et sur quoi je peux m'engager comme action pour améliorer la qualité. Alors, ce module 2, il a été quand même diversement apprécié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tout de suite adhéré et il y en a d'autres pour qui ça n'a pas été simple tout de suite, qui ne comprenaient pas trop où on voulait en venir, parce que c'est vrai que c'était quand même assez nouveau de se dire, ben ouais, la qualité, c'est tout le monde, quoi. C'est pas juste le service qualité. Ensuite, il y a eu le module 3, donc, qui va nous permettre en fait de préparer le module 4. Donc en fait, on va former les animateurs en interne, puisqu'on a pris le parti d'avoir que des formateurs internes pour nos sensibilisations. Sylvain, tu veux bien nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Eh ben justement, la suite du module 2, pour être, en tout cas pour ma part, pour être personnellement impliqué dans la culture qualité, bah, ça a été aussi de m'inscrire dans ce pôle, on va dire, d'animateur et de dire, voilà, comment je peux contribuer à transmettre cette culture qualité et en tout cas d'incarner en fait cette culture qualité pour pouvoir la retranscrire à l'ensemble de l'entreprise, puisque l'objectif quand même de ce module-là, c'était de nous former pour, dans le but d'inculquer à toute l'entreprise, hein, quasiment sur le module 4 qu'on verra après, bah, vraiment cette culture qualité. Donc on s'est vu, on a fait quelques sessions avec Charles et notamment je retiens la session importante où on a eu ce qu'on appelle un crash test. Aujourd'hui, on a beau avoir ces valeurs et se dire oui, la qualité pour nous, on est convaincu, c'est important. Le but, c'est de dire comment on arrive à transmettre ça à toute l'entreprise. Donc, on a eu une première session avec Charles d'une journée où, bah, au bout de la journée, on se dit, bah, en fait, je vois pas bien comment on va faire. Sauf si Charles il est là avec nous en permanence, ce serait bien. Mais le but, c'était pas que Charles il fasse toutes les modules, mais que nous, on prenne en compte l'animation. Et la première soirée, on était vraiment là à se dire, en fait, on voit pas bien comment on va le faire. Et je pense que c'est là où on a vraiment eu un crash test. Et ce crash test, il avait quand même pour but de se dire, OK, ça va être compliqué, on ne sait pas comment on va faire. Par contre, si on travaille tous ensemble et si on s'approprie vraiment ce module, si on met les choses qui nous parlent, ça peut peut-être faire quelque chose. Et le lendemain, ben, on s'est remis tous au boulot à travailler ensemble pour vraiment s'approprier ce module, le façonner à ce qu'on voulait, mettre des exemples très concrets qui nous parlent. Et je crois que c'est ce qui a fait mouche, en tout cas pour tout le pôle animateur. Et derrière, ben, on a pu engendrer le module 4. Et clairement, c'était électrochoc pour qu'on s'approprie vraiment la formation. Alors moi, je suis pas formateur de base, hein, c'est pas du tout mon métier. Par contre, j'aime transmettre, j'aime faire tout ça et on a des petites dans ce module-là, on a appris quelques ficelles, on va dire, mais on n'apprend pas à être formateur proprement dit, mais on apprend vraiment à s'approprier cette culture, cette formation et avec un déroulé, avec des choses un peu innovantes dedans. Et en tout cas, c'est ça qui m'a plu et qui a fait que derrière, ça a plutôt bien marché, je pense, sur le module 4. Voilà. Merci Sylvain. Alors, pour préciser aussi, donc dans ce pôle d'animateurs, en fait, il y a vraiment des gens de tous les services. Ouais. Donc, on a de la RH, on a un responsable d'un atelier, on a un superviseur de production, donc on a Lauriane au niveau des achats, on a les qualité sécurité, donc plateau technique, une personne du laboratoire, donc voilà, des équipes vraiment variées, quoi. L'idée, c'était vraiment, ce n'est pas la qualité qui va dispenser la culture qualité, mais ça doit vraiment venir de l'ensemble des Ouais. services. Et Et on avait, cette image-là est importante, en fait. ouais. Et on avait Et pas mal de craintes, hein, notamment avec. Alors, il y a des gens de la production, mais de différents secteurs. Et à un moment donné, ben, moi, par exemple, qui suis
développement en haut dans mon bureau, comment je vais aller parler au gars qui est au fond en production, qui est au fond de sa machine là-bas, ou pour lequel on se croise pas souvent. Et voilà, on avait tous un peu des craintes avec beaucoup de personnes assez réticentes à beaucoup d'engagements culturels, on va dire. Et c'était un peu le truc de dire comment on va convaincre. Et bah voilà, c'est passé par une belle appropriation en tout cas de ce module et de ce qu'on voulait y mettre. Et une fois qu'on est convaincu, je dirais que on est convaincant. Voilà. Bien dit ça, Sylvain. Mm. Alors, je poursuis du coup donc, dans le vif du sujet, de ce fameux module. Donc, on a bien travaillé. Donc, du coup, on a été très animateurs internes. Donc, c'était un module d'une journée. On a formé à peu près 250 personnes donc en plusieurs phases. Donc, on a eu 4 animations principales dans cette journée de formation. Donc, la première, c'était un quiz interactif. Donc, on est parti en fait sur un module ludique et interactif de façon à intéresser les gens. Parce que les gens de la production, quand on leur dit vous allez venir passer une journée faire de la formation qualité, voilà, on savait que ça allait pas être simple. Donc on est parti sur ce mode ludique avec donc un premier quiz qui avait pour but de mieux connaître les exigences clients, nos certifications, le vocabulaire qualité. Donc des choses assez basiques, mais assez parlantes. Donc il y avait un petit quiz sur des téléphones portables, ils étaient par équipe. Et puis, donc, avec une petite notion de challenge, parce qu'on avait quand même envie de gagner le quiz. Mais à chaque question, derrière, il y avait une explication avec du sens, en fait, par rapport à nos thématiques qualité. Ensuite, il y a eu une deuxième grosse partie, qui a été ce jeu de plateau qui nous a été donc, proposé par Optime Ressources. Donc, l'idée, c'était de travailler sur les règles et les standards Bolof. Donc, pareil, un jeu d'équipe avec différents niveaux de jeu. Un premier niveau où, en fait, on allait dire... on avait donné des bonnes excuses de ne pas appliquer des règles, donc pour se mettre un petit peu dans le mode de façon un peu rigolote. Après, quelles sont les bonnes raisons d'appliquer les règles? Et enfin, en troisième partie, des jeux de rôle, en fait, avec une personne qui va essayer de convaincre son collègue de pourquoi il faut appliquer la règle et l'autre qui est réticent. Avec dans ce jeu aussi des petites cases spéciales, donc une case audit sur des questions d'audit ISO, on va dire classiques, qui permettent aussi aux gens de se rassurer un petit peu le jour où il y a un audit, voilà, qu'on les familiarise un petit peu avec ces questions-là, ou le vocabulaire, etc. Des cases imprévues, c'est-à-dire, je sais pas, moi, ma machine qui s'arrête subitement, qu'est-ce que je dois faire? Je détecte une pièce non conforme, qu'est-ce que je dois faire? Donc des mises en situation concrètes. Des cartes risque et impact, c'est-à-dire par exemple je ne fais pas mon contrôle, quel peut être l'impact direct derrière à tous les niveaux. Donc ce jeu de plateau il a été développé vraiment sur des thématiques très précises qui permettaient au personnel de se reconnaître vraiment dans les questions en fait, et d'être vraiment sur du concret. Et donc le but aussi, c'était de travailler sur les relations clients-fournisseurs et de faire comprendre aux gens qu'on est tous clients-fournisseurs dans l'entreprise, on est tous clients et fournisseurs de quelqu'un. Et ça, c'était une notion super importante. Et aussi d'aborder une notion d'exigence et de bienveillance, c'est-à-dire que oui, on doit être exigeant. La qualité, c'est ça, mais aussi dans la bienveillance, ce qui était une valeur importante pour nous aussi. La troisième animation, donc c'était un petit jeu rigolo en fait pour comprendre l'intérêt des standards. Donc c'est vrai que c'est un petit jeu tout bête, mais qui a bien marqué les esprits et qui nous a bien fait rigoler. Donc c'était sympa. Et la dernière animation, donc c'était sur les VRS, donc la vérification du respect des standards. Donc c'est une sorte de mini audit. Donc, c'est vrai que souvent, les gens, par exemple, en production, se font auditer. Là, l'idée, c'était aussi de les mettre dans la peau des auditeurs. Donc, avec des petites questions toutes simples, en fait, des petites mises en situation, comme par exemple vérifier le respect du tri des déchets, ou faire une VRS, faire un 5S dans un bureau, ou se mettre dans une situation sur une machine. Donc en fait, ils avaient un standard et ils devaient regarder si le standard était respecté et voir si le standard était adapté, voir ce qu'on pouvait proposer comme action d'amélioration. Et l'idée, c'était un peu de dédramatiser cet audit et de montrer l'intérêt, que c'était pas que du flicage,
mais que le but, c'était de progresser et d'être dans l'amélioration continue. Donc voilà pour cette grosse journée de modules, donc sur laquelle on est parti avec un peu d'appréhension quand même par rapport notamment à notre personnel de production, et qui s'est globalement plutôt très bien passé. Céline, juste, Oui. il faut juste bien maîtriser notre temps, donc Oui. pas trop traîner sur les diapos qui viennent. Ça marche. Module 5, tu nous en dis quelques mots, Sylvain? Oui, alors le module 5, après le module 4, où on avait formé tout le monde, on a fait un module 5 qui était basé quand même sur les basiques qualité, mais en lien avec vraiment les salariés en production. Donc le périmètre, c'était tout ce qui était prod, qui tourne autour avec l'outillage et la maintenance. Ça fait quand même 160 salariés. 17 animateurs. Et là, pour le coup, dans le pôle animateur, ce qu'on a fait et qui était plutôt intéressant, c'est qu'on a intégré les leaders en production. Et du coup, ça permettait aussi aux leaders qui ont la connaissance un peu plus du domaine, puisque moi, tout le domaine production, c'est pas forcément les choses que je maîtrisais le plus. On a panaché en fait les animateurs avec les leaders en production et les animateurs culture qualité. Et ça a donné, voilà, on a écrit des 10 basiques sur la qualité en production et surtout le livret. Et c'était la présentation de ce livret avec, clairement, on rappelait tous les standards en production pour bien que tout le monde ait en tête ce qu'ils ont à faire, l'importance des contrôles, enfin, un livret qui est très, très dense avec beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, on l'a fait en mode ludique avec la présentation du livret avec un quiz avec. Donc, ça restait un jeu tout en parlant de choses très, très concrètes et très, très techniques en production, de contrôle, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et ce qui était intéressant vraiment, c'était d'impliquer les leaders de production là-dedans. Il y en a qui étaient à l'aise, il y en a un peu moins, mais en tout cas, ça a apporté pour eux et du coup pour toute la production. Et si je peux compléter un petit peu, ce qui était vraiment intéressant là-dessus, c'est que donc certains leaders de production se sentaient au début vraiment pas à l'aise Non, pour recadrer les gens, par exemple, par rapport à des écarts qualité. Et le fait de rédiger ce manuel, après, se sentaient beaucoup plus légitimes quand ils devaient aller voir un opérateur et leur dire, bah regardez, hein, vous en a parlé, vous avez vu ça, c'est dans le livret, vous avez eu l'information, donc voilà. Donc ça leur a donné finalement à eux aussi un outil pour pouvoir plus faire appliquer les règles. Donc ça, c'était super. On continue avec le module 6. Donc là, l'idée, c'était d'aller encore au plus près du terrain, toujours avec le personnel de production, de se mettre dans une situation encore plus concrète. Donc, on a voulu travailler sur l'intérêt de la traçabilité et comment faire progresser la qualité des enregistrements, qui est une base de la qualité. Donc là, situation simple, on se met dans la peau on reçoit une réclamation client, on ressort tout l'historique de production avec tous les documents. Et puis donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre à partir de ça ce qui a pu se passer et est-ce qu'on retrouve des éléments qui nous permettent d'analyser la réclamation. Et ça nous permet de comprendre à quoi servent tous les enregistrements, tous les documents qualité qu'on leur fait compléter et l'intérêt de bien compléter la traçabilité. Tout ça, bien sûr, ça a été accompagné de plans d'action. Lauriane, tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui. Dès le module 2, l'objectif a été que chaque manager ait des objectifs dans la lettre de mission. La lettre de mission, c'est ce qu'on appelle aussi MBS, c'est des objectifs personnels qu'on doit accomplir dans l'année. Et donc, il y en a différents, de différents thèmes, et il y en avait forcément un qui était sur la partie culture qualité. Donc, on avait, c'est aussi l'objectif de mettre la carotte aussi derrière cette culture qualité, bien sûr. Une fois qu'on a dans les lettres de mission, on intégrait aussi toutes différentes actions de culture qualité dans les différentes feuilles de route qu'on appelle aussi roadmap en anglais. Donc, chaque service a sa feuille de route et donc on émet des actions dans le but d'améliorer la culture qualité au sein pour notre service dans le but d'œuvrer
au projet. Et puis, on a, tout au long des différents modules, on a relevé des irritants, des points d'amélioration, dans le but, surtout lors du module 4, comme on était en tant qu'animateur au contact de tout le personnel de l'entreprise, de l'opérateur aux gens de bureau, forcément, il y a des irritants. Alors, ça doit passer aussi via notre système de Lean Manufacturing, qu'on appelle OBS, amélioration continue, mais il y a des choses aussi par la parole, par le jeu, qui se disent lors de ce module 4. Et donc, on avait relevé ces irritants, et le but, c'était aussi de les traiter. Voilà. Merci, Lauriane. Tout ça s'accompagne aussi d'une campagne de communication. C'est hyper important de communiquer autour du projet tout au long de ces 4 années. Donc, on a commencé par une campagne d'affichage. Donc, on a réalisé des photos. On a réalisé des slogans un petit peu percutants pour accompagner notre campagne Culture Qualité autour des 5 valeurs du projet. Donc, satisfaction des clients, collectivement engagé, être fier de son boulot, respecter les standards et traiter les causes racines. À côté de ça, on a eu beaucoup d'actions de communication. Donc, on a créé une newsletter qualité dans laquelle on parlait de l'actualité du projet. On donnait une citation qualité. On parlait à chaque fois d'un outil qualité qu'on décrivait. On a également donc créé une page intranet où on a fait différents posts. On avait des communications régulières au niveau qualité en général chaque semaine. On avait chaque réunion de service mensuelle toujours un point au niveau du projet, de l'état d'avancement. Oh, pardon. Et hop. On a fait des communications sur des écrans puisqu'on a mis en place des écrans dynamiques. Excusez-moi, petit souci. Hop. On a fait une vidéo sur laquelle on a donné la parole donc, à nos directeurs et à nos responsables qualité, des communications externes et aussi des petits goodies. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est sympa de voir les salariés avec un polo culture qualité marqué dans le dos ou leur gourde vision qualité. C'est sympa, ça permet de pérenniser dans le temps un petit peu ce projet. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, bien sûr, c'est les résultats et puis les rétextes qu'on a pu faire de ce projet. Donc, assez rapidement, donc, le constat initial qui était le problème des réclamations clients, où est-ce qu'on en est? Et là, ça a été très satisfaisant puisque donc, en 2023, on avait 73 réclamations, on a diminué par 2 notre nombre de réclamations et on a fini très bien l'année 2024 à 45 réclamations. Donc, on va dire que côté client, en tout cas, on a bien réussi puisque on n'a pas de crise client actuellement. Voilà, on est dans des résultats historiquement bons et satisfaisants pour nous. Alors, je mets un petit bémol parce que, par contre, on a d'autres indicateurs internes, notamment nos coûts non qualité. Et là, par exemple, malheureusement, on n'a pas baissé. Donc, en fait, on a réussi à contenir la qualité côté client, mais on sait qu'on a encore beaucoup de pistes, beaucoup de progrès à faire au niveau de l'interne. On a encore beaucoup de pistes de progrès à évaluer. Alors ensuite, on avait comment en fait mesurer la transformation culturelle? C'est compliqué parce que c'est subjectif. Donc oui, quelques indicateurs concrets sur les réclamations, mais on a voulu mettre en place, enfin Optime nous a conseillé de mettre en place un baromètre en fait, pour voir comment on sentait que les choses évoluaient. Donc en fait, on a fait des sondages régulièrement tout au long du projet sur des thématiques qui étaient les causes racines identifiées au début du projet. Et en fait, on s'est rendu compte que la perception des salariés évoluait positivement, puisque les notations en fait, ont augmenté au fur et à mesure du temps. Donc, ce baromètre qui est subjectif nous a quand même montré que notre culture qualité s'est améliorée. Et par exemple, sur l'un des derniers questionnaires, on avait posé la question, est-ce que le projet culture qualité m'a fait améliorer des pratiques? On a eu un oui à 76%, donc 93 personnes qui ont répondu oui. Donc, c'est quand même positif. Si on a 93 personnes qui disent clairement avoir changé leur pratique, c'est quand même un bon indicateur. Donc, très content à ce niveau-là. Et puis, il y a des choses plus subjectives aussi, quand on discute avec les gens, qu'on fait quelque chose, et puis qu'ils nous alpaguent en nous disant « Oh, mais dis donc, ça, c'est pas culture qualité ». On se dit « Ah,
notre message, il a commencé à passer. Ou quand on voit les gens, qu'on leur dit, ah ben ça, il aurait fallu faire comme ça. Ah, mais où est le standard? C'est écrit nulle part, c'est pas écrit ça. Donc là, voilà, on a des petits signaux que les messages voilà, passent, même si c'est pas mesuré. En tout cas, on a des bons signaux comme ça. Et puis, comme on a eu donc ce projet qui était quand même basé beaucoup sur des formations, donc on a évalué nos formations internes, bien sûr, et on a eu des bilans très positifs aussi sur les notations. Les gens ont vraiment apprécié les dimensions ludiques et puis le fait de mixer les services. C'était super important à chaque fois de mixer les publics. Ça les a sortis du quotidien et c'était très bien. Et on a eu des retours comme c'est la meilleure formation qualité que j'ai jamais eue. Je pensais que ça allait être long, mais finalement, c'est passé vite parce que quand on met un gars de production 8 heures dans une salle qualité, il arrive en traînant des pieds. Mais finalement, pour la plupart, à la fin, ils étaient plutôt contents de leur journée. Alors au niveau bilan global, donc on a formé à peu près 380 salariés, donc 27 animateurs internes fortement impliqués, 5000 heures de formation. Alors en plus, toutes les heures bien sûr d'ingénierie, de préparation, qui représentent un temps important. Et donc il faut bien être conscient que c'est quand même un investissement financier qui est réel et important. Alors, autre point important, c'est comment on pérennise dans le temps. Le projet s'arrête, mais la culture qualité continue. Donc comment on passe en fait en mode série pour pas que tout tombe, pour que tout ne retombe pas à plat. Donc, on a pris la décision de faire perdurer notre module 4 de sensibilisation globale à la culture qualité. Donc, pour tous les nouveaux arrivants, ça va être chaque année une journée de sensibilisation sur le même modèle que le module 4. Le module 5, donc c'est chaque semaine, nos superviseurs de production présentent une page du livret des bonnes pratiques auprès des salariés pour faire un rappel continu en fait des règles qualité. Et puis bien sûr, on va avoir plein d'autres actions qui sont définies dans un plan de communication pour continuer à diffuser les messages, parler des outils qualité, voilà, continuer toujours en lien avec notre OBS dans l'amélioration continue. Lauriane, un petit exemple de ce qu'on a fait récemment? Alors, en termes de pérennisation, on a exporté la culture qualité. Comme je disais en introduction, moi, pour la partie achat, ce qui est très important, c'est que nos fournisseurs, ils aient aussi cette culture qualité. Donc, cette année, en 2024, pour la première fois, nous avons fait chez Wolof Hotalu un Supplier Day. On avait invité 70 personnes qui venaient de plus de 40 fournisseurs principaux de Wolof Hotalu. Et outre le passage normal de présentation de l'entreprise, visite de l'entreprise, de nos produits, etc., on a fait par sous-groupe, et c'est Céline qui l'a animé. Pendant 1 heure, elle a déployé la culture qualité à nos fournisseurs. On a déployé le quiz en mode short, mais on a déployé le quiz interactif de tout ce qui était c'est quoi les outils qualité, la communication client, les exigences clients. Et Céline les a fait réfléchir à c'est quoi leurs outils qualité, c'est quoi leurs outils en termes de traçabilité, voilà, comment on répond à une non-conformité, le 8D. Voilà, tout ça en 1 heure, c'était condensé, mais on a eu, pareil, à la fin de la journée, on leur a demandé un feedback via une notation et on a des très, très bons retours sur la partie table ronde qualité. Et j'ai même un fournisseur qui m'a demandé à ce que Céline, cette année, fasse ce module d'1 heure auprès de tous ses salariés. Voilà, donc c'est vraiment une satisfaction que ce projet s'exporte et en plus, elle a même le même retour positif chez nos fournisseurs. Merci Lauriane. Alors, donc, on a clôturé officiellement le projet l'année dernière. On a fait un rétex, c'est important pour capitaliser pour les futurs projets, de voir ce qui a bien ou moins bien marché d'ailleurs. Donc, il y a toute une partie au niveau méthodologie de projet, donc l'importance d'avoir déjà un projet bien défini, bien structuré, d'avoir des objectifs, des indicateurs qui peuvent aussi évoluer entre le début du projet et la fin, faut pas hésiter à se remettre en question. On a vu l'importance du rôle des différentes instances et des participants.
l'importance de disponibiliser les équipes qui vont porter le projet, de les motiver, que l'équipe soit constante. L'importance aussi de la maîtrise de la durée du projet. C'est vrai que nous, ça a un petit peu duré, alors pour plein de raisons différentes, mais c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus. Du périmètre aussi qui peut évoluer. Au départ, nous, on était censé s'arrêter au module 4, puis finalement, on est allé plus loin. Et puis, le fait d'avoir un accompagnement par un prestataire, alors nous, ça nous a beaucoup apporté. C'est vrai que c'était un boost pour nous. Ça nous a apporté une vision externe, des idées innovantes. Donc, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu l'idée nous-mêmes de proposer, par exemple, ce jeu de plateau pour parler de la qualité. Donc, l'importance de la méthodologie du projet. Ensuite, l'importance d'avoir un plan de communication associé pour bien communiquer dessus, que tout le monde soit informé. Au niveau de la gestion des formations RH, on a appris plein de choses aussi. Les premiers modules, c'était un petit peu compliqué. Puis au fur et à mesure, en fait, on s'est rodé. On a mis en place des routines, des tableaux de suivi. Donc, on a progressé là-dessus. On a vu qu'il n'y avait pas une seule bonne méthode, en fait, qu'à chaque fois, il fallait s'adapter au public. Donc, sur la durée, les outils pédagogiques, ça dépendait vraiment de la cible qu'on visait. Et puis, surtout, l'intérêt d'avoir des animateurs internes. Ça, c'était quand même un point fort. Et le fait de mixer les groupes toujours, de mettre des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, ça permet de mieux se connaître, de créer du lien et de savoir ce que fait l'autre, d'échanger. Donc ça, c'était super important. Et puis, il y a eu plein d'autres impacts qualitatifs du projet qui n'étaient pas visés au départ, mais qui ont eu lieu. Donc, on a eu du lien entre les services, entre les personnes. On parlait tout à l'heure du module 5 et module 6, où donc les superviseurs de production en binôme avec des gens, on va dire, plus qualité ou bureau, c'était super de faire ces binômes. Ça a permis vraiment de créer du lien entre les gens et les services. Et puis, ça a permis de développer des compétences, notamment au niveau des animateurs. Personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé animer et c'est un domaine maintenant qui m'intéresse bien. Et pour conclure là-dessus, Sylvain, je vais te redonner la parole. Tu vas nous donner un exemple de ce que tu fais toi au quotidien maintenant. Ouais, alors pour moi maintenant c'est devenu j'ai beaucoup d'outils qui sont devenus des outils du quotidien, notamment les quiz interactifs, puisque aujourd'hui, toutes les infos descendantes que j'ai à faire en tant que manager, comme la réunion de service, des choses comme ça, où je faisais des réunions de service où les gens s'endormaient devant. Aujourd'hui, je le fais en mode quiz interactif avec des questions, avec le premier qui répond et ça va être le premier avec un classement, etc. Et aujourd'hui, toutes mes réunions manager, elles sont plutôt dynamiques et plutôt les gens ressortent avec un tas d'informations. Et en tout cas, je me sers beaucoup de l'outil quiz interactif dans mon quotidien et notamment dans les formations, parce que maintenant je fais d'autres formations, lecture de plans, des choses comme ça, des formations internes. Et ça me permet en tout cas ces outils-là de dynamiser mes formations, de valider les acquis de la formation, etc. Et voilà, et qui plus est aussi sur le petite anecdote, c'est le jeu des bâtonnets. Aujourd'hui, j'ai même refait avec mon oncle une petite entreprise pour produire ce jeu des bâtonnets. Non, et puis le jeu des bâtonnets, c'est vraiment un truc où on s'éclate à montrer vraiment l'importance de respecter les standards, quoi. Voilà. Donc, il y a Merci. beaucoup de choses qui me servent au quotidien aujourd'hui en tant que manager et formateur. Voilà. J'ai terminé la présentation. Donc, on finit sur cette petite image en fait qui résume assez bien, on va dire, l'avant-l'après. Le salarié dans son fauteuil qui attend que les autres changent. Et puis à droite, voilà, le salarié qui se prend en main, qui est volontaire, qui est proactif et qui dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la qualité. Donc c'est vraiment ce qu'on a visé. Alors bien sûr, on n'a pas eu 100% des gens, mais on en a eu quand même pas mal. Et ça continue de progresser. Et en tout cas, personnellement, je suis très contente d'avoir participé à ce projet parce que ça m'a apporté beaucoup de choses. Et voilà. Donc maintenant, on peut répondre à vos questions si vous en avez.
Alors, Je vais arrêter de ah, partager. ouais, on va faire un tout petit peu différemment, Céline, parce qu'on est un tout petit peu à la ramasse. Ça a été trop long. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, non, c'était génial, on n'a pas voulu stresser parce que c'était tellement super intéressant. Ce qu'on vous propose, c'est de bien poser vos questions dans la discussion et on y fera deux choses. Un, on propose de vous faire un retour écrit. Et puis surtout, ceux qui peuvent dépasser 10 heures, bah, ils peuvent rester pour discuter avec Céline. Si Céline, Sylvain et Lauriane, vous pouvez rester 5-10 minutes de plus, bah, voilà. Mais on ne veut pas imposer à tous de décaler. Donc du coup, on met plutôt les questions-réponses pour ceux qui peuvent après. Et puis sinon, on vous fera un petit retour commenté si ça vous convient. Et du coup, je vais reprendre la main et on va vous partager du coup très rapidement, nous de notre côté, ce qu'on aimerait partager avec vous sur ce qu'on va appeler notre point de vue. Alors, je vais aller vraiment vite et en même temps, ce n'est pas des slides très, très complexes. Premièrement, je trouve que c'était intéressant de discuter de la différence entre un changement et une transformation de culture. Un changement, quand vous changez une machine, vous changez un outil, vous changez un écran sur un ordinateur, voilà, vous allez accompagner le changement par des formations, etc. Là, on est sur ce qu'on appelle des transformations culturelles. Nous, on fait cette différence-là. Voilà, on propose de définir la différence des termes en disant, en fait, on est sur un changement sur lequel on ne sait pas quel va être le bon geste. On est sur quelque chose où on va travailler sur des réflexes, sur l'ADN, sur des comportements, sur une culture. Et donc, c'est beaucoup moins écrit. Préparé à l'avance et du coup on va devoir se poser des questions un tout petit peu différentes. Alors du coup, comment on définit une culture d'entreprise? Alors pour nous, c'est le pilote automatique. Qu'est-ce que c'est le pilote automatique? C'est quand vous êtes face à une question, c'est la réponse réflexe que tout le monde va aborder et que tout le monde va pouvoir partager. Du coup, ce sont des comportements qu'on va appeler stéréotypés au quotidien. C'est tout ce qui est implicite dans une entreprise qui est rarement explicité. C'est à l'échelle d'une organisation, on ne parle pas des personnes, on parle plutôt d'une organisation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est majoritaire. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas la même culture, mais globalement dans une entreprise, on a une culture dominante. La culture, elle est basée sur des croyances, sur des valeurs qui sont des valeurs intégrées. Ce n'est pas les valeurs qui sont sur votre site internet, c'est les valeurs réelles, les valeurs qui sont intégrées directement. Ce peuvent être des biais, et Charles vous en parlera un petit peu sur les biais, et puis des expériences qui sont communes, qui peuvent être des bonnes expériences, comme des expériences malheureuses, comme par exemple les réclamations clients qui peuvent être un peu difficiles, ou des crises qui peuvent laisser des traces et qui peuvent induire des choses au niveau de la culture. Évidemment, cette culture, elle va influencer des prises de décision, des priorités, de la communication. En fait, elle va s'immiscer dans à peu près tous les gestes quotidiens. Alors, nous, on aime beaucoup poser cette question quand on parle avec des managers et des directeurs et des dirigeants sur la question de la culture. On leur dit, est-ce que vous êtes conscient de l'impact que vous avez, vous, au quotidien, sur la culture? Alors, en général, ils disent non. Et on leur dit, tiens, réfléchissez aux 3 dernières personnes que vous avez promues dans votre organisation. Et dites-vous qu'en promouvant ces personnes-là, vous avez induit énormément de choses. Pourquoi? Parce que si vous avez promu des Top Gun hyper rouges, pour ceux qui connaissent un petit peu le disque, ou des gens qui sont extrêmement dans la directivité, dans la prise de décision rapide ou dans l'optimum local, vous avez donné quelque chose. Si au contraire, vous avez promu des gens qui sont dans le travail ensemble, dans le process, dans la coordination, dans le faire toujours penser à l'intérêt global, vous avez donné autre chose. Et petit à petit, en fait, avec votre geste, ce geste a été observé par tous, il a été vu par tous et il a été un inducteur de votre culture. Alors, pourquoi on veut changer de culture? Il y a plusieurs entrées. Il peut y avoir un nouveau qui arrive, un nouveau dirigeant par exemple, qui dit, moi j'ai une intuition, il faut qu'on change de culture parce que j'ai l'impression, vu que d'où je viens, qu'on n'est pas sur la bonne culture. Pourquoi pas? Le deuxième, ça peut être une croyance, c'est-à-dire il peut y avoir au bout d'un moment quelqu'un qui dit ouais, non mais moi je pense que vraiment il faut changer de culture. Si vous êtes déjà depuis longtemps dans l'organisation, je vous donne un petit warning, il y a des chances qu'en fait c'est votre culture qui vous pousse à identifier ce biais-là, enfin cette décision-là, et c'est pas si sûr que ça soit la bonne décision. Et enfin, dire que la culture actuelle, il faut la modifier uniquement si c'est un obstacle à l'atteinte du but ou d'un enjeu stratégique. Une culture, c'est normal, elle n'est ni bonne ni mauvaise en général, mais par contre, quand elle devient un obstacle à un axe stratégique, à quelque chose de très important pour vous, il faudra la travailler et vous allez
la travailler, vous allez l'identifier, vous allez la creuser grâce à un des outils que je crois que c'était non, c'était peut-être Lauriane, oui, c'est ça, qui le présentait. On l'a passé vite, mais ce qu'on appelle l'arbre des causes racines. On va chercher les causes racines. Pourquoi aujourd'hui, fondamentalement, et là, on va aller vraiment chercher dans nos inducteurs culturels pourquoi on se comporte, ou organisationnels, pourquoi on se comporte comme ça. Voilà, et on reprend le petit dessin hein, que Céline a écrit, et je laisse Charles reprendre à partir de là. Alors, premier point, c'est de se dire d'où on part et où on va. Donc, on passe la diapo suivante. On a parlé effectivement que nous nous sommes permis avec vous d'utiliser cet outil-là et de le transformer parce que c'est un outil d'apport sur la maturité, sécurité, et on l'a appliqué à la qualité. Mais c'est assez universel, en fait, cette courbe de Bradley, on va dire, avec 4 étapes qui correspondent bien à des développements culturels individuels et collectifs. Et puis, au premier séminaire en novembre 2020, on a demandé à la vingtaine de top managers qui étaient présents de se positionner en disant « Ah, aujourd'hui, où est-ce que vous vous mettez ?» Et donc, première diapo, ça sortait ça. Donc, quelque chose qui allait quand même pratiquement sur toutes les étapes, donc très dispersé. Mais en même temps, on voit bien qu'on était globalement positionné sur les étapes 1 et 2 de la courbe de Bradley piratée côté qualité. Et puis, on leur a demandé de se projeter, donc diapo suivante, sur dans à peu près un an, où est-ce que vous vous verriez? Et là, on a vu une belle énergie, c'est-à-dire un bel engagement. Donc ça, c'était aussi un facteur de conviction et d'engagement du top management. Donc on s'est dit, waouh, ils ont envie d'y aller fort, mais une vigilance sur le fait qu'on sait que le passage, et notamment ce passage de l'étape 2 à l'étape 3, l'étape 3, c'est en fait tout le monde a pigé l'importance de la qualité, et donc tout le monde se bouge. Donc on passe de 20 personnes à 400 personnes. Et donc, c'est un très, très gros engagement et une très grosse transformation. Donc, on a eu des vigilances sur le fait qu'il fallait être vigilant, réaliste, voilà, sur la durée du passage. Et quand tu dis, Céline, on a mis 4 ans, on voit bien la durée que ça a mis. Mais par contre, vous avez vu des transformations. Ensuite, on se dit d'où on part et où on veut aller. Et puis après, mais on sait ce que tu as dit, je rebondis sur ce que tu as dit, Paul. Hein, on a bien entendu des freins à cette transformation de la culture, et en l'occurrence chez vous, de la culture qualité, qui sont nos biais cognitifs. Et donc, j'en ai listé quelques-uns, on ne va pas rentrer dans ce sujet de neurosciences, mais attention, nos biais cognitifs peuvent contribuer à renforcer notre culture, la culture existante, comme tu le disais, Paul, tout à l'heure. Donc, j'ai un ou deux exemples, là, je vais aller assez vite à la page suivante, là. On peut se dire, on va prendre voilà, typiquement, il y a un biais qui est très fort, qui est je ne vois que ce que je crois. Attention, ce n'est pas comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Nos convictions, croyances et habitudes peuvent orienter nos perceptions et nos actions. On va prendre par exemple le 2, un cas de recrutement. Hein. Si le recruteur a une tendance à privilégier des candidats qui lui ressemblent, qui aient des valeurs proches ou des opinions qui lui ressemblent, il risque effectivement de ne pas privilégier la diversité, l'ouverture au sein de l'entreprise. Voilà, donc on peut avoir des biais qui sont liés à ça, qui vont renforcer la culture de l'entreprise. Mais on se dit, positivement, si on transforme et on passe de l'autre côté, positivement, et je crois que c'est ce que vous avez vécu, hein, si tout le monde est convaincu, et vous avez vu à travers notamment les crash tests, et puis après les modules 4, que vous avez gagné des gens, finalement, eux, ils ont fait le boulot aussi, que leur croyance a rendu cette transformation possible. Et donc, elle est bien devenue visible et réelle et crédible pour tous. Et page suivante, voilà. Donc, on se dit finalement, si on se dit la culture, elle se déploie alors de manière hiérarchique ici, depuis le top management jusqu'au terrain, il y a quelques ingrédients que vous avez cités, hein, l'alignement, l'exemplarité, la création d'un cadre de confiance et d'exigence avec le terrain, et le fait d'aider à réaliser le comment, c'est-à-dire faciliter le comment on bosse, ce qui permet au terrain de réaliser la performance attendue en mettant en œuvre les bonnes pratiques. Et ça correspond bien, on va dire, au passage de niveau 1 à niveau 2 de Bradley. Et puis après, l'enjeu du passage, on va dire, au niveau 3 au moins, et du 2 au 3, voire 4 de la courbe de Bradley, c'est que le terrain et l'esprit critique
et viennent te voir, Céline, pour dire ça, c'est pas culture qualité. Et ça, pour moi, c'est un extraordinaire exemple de l'esprit critique de quelqu'un du terrain, et fassent remonter, bien entendu, les difficultés en responsabilité. Et puis le management intermédiaire va ouvrir son rôle en étant plus sur je capte les attentes, je réponds aux besoins, j'écoute, je soutiens. Et bien sûr, avec un top management, alors là, on le met en pyramide inversée, hein, mais qui est vraiment au service de l'ensemble de l'entreprise, donc de l'atteinte de son but. Et alors, on se dit, voilà, on voit là où il faut agir dans l'entreprise. Petite vigilance qu'on peut se donner aussi. Attention, on ressort là une vieille phrase de Maslow, hein. Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous aurez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous. Donc, corollaire, 2 petites phrases en dessous, là, Paul. Si on agit uniquement sur les symptômes ou si on n'a qu'un seul outil dans notre boîte à outils, on risque d'être peu efficace. Et deuxième corollaire, pour traiter les difficultés culturelles, je renforce ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il faut aller chercher les difficultés, il faut aller comprendre, et donc il faut aller sur les causes racines. Et ça, c'est notre grande conviction qu'on a déjà redite. Alors, on va terminer par, finalement, quel levier mettre en place. Donc, on vous propose 6 leviers. Premier levier, c'est d'avoir beaucoup de boucles d'échange, de feedback, parce que ça nourrit, et on l'a vu à tous les étages. Pour vous, un des lieux d'échange, ça a été les crash tests, et ça a été super important. Il y a eu plein d'autres lieux d'échange, et c'est très important. Et certains de ces lieux d'échange peuvent être ritualisés. Donc, pour vous, il y a le système OBS, donc votre système, on va dire, de rituel Lean. C'est extrêmement important d'avoir installé ces rituels qui ont du sens parce que ça permet de traiter les difficultés au bon niveau, de permettre aux gens de parler quand, évidemment, ils sont animés avec pertinence. Troisième levier qui nous semble très important, c'est les symboles. Alors, des symboles forts qui vont ancrer et qui vont démontrer, apporter la preuve de l'exemplarité. Un des symboles que vous avez eu, c'est que vos 2 directeurs généraux sont venus au démarrage de toutes les sessions de formation. Et ça a été vraiment un temps, et donc ça marquait cette priorité-là pour vous. Après, un point qu'on a évoqué, que je trouve extrêmement important, c'est les jalons et le passage des jalons. On avait décidé avec vous de faire cette démarche culture qualité en mode projet, et le passage des jalons, il y a eu des réticences. Lauriane, tu disais 90%. Mais dans les 5-7% de personnes réticentes, c'était très, très important d'entendre leur réticence parce que ça a permis d'aller vraiment un cran plus loin sur l'adhésion au niveau du dessous. Et puis ensuite, 2 derniers points. Bien sûr, tu l'as mentionné, donc je mentionne juste un point sur le baromètre qualité, ou culture qualité, c'est de dire quand les résultats se cassent la figure, c'est bien le moment de continuer à mesurer. Surtout pas lâcher la bride sur le baromètre. Et puis dernier point, c'est l'approche multicanale. Je crois que vous l'avez énormément illustré. Bien sûr, il y avait une colonne vertébrale formation, mais il y a eu plein d'autres éléments qui ont fait que les messages sont passés par tous les pores de l'entreprise. Et pour nous, c'est extrêmement important de ne pas se limiter à un canal pour faire passer les messages. Paul, je te laisse la parole pour la conclusion. Ouais, merci beaucoup. On est allé assez vite, mais en même temps, l'essentiel est dit. Nous, on aimerait vraiment vous, d'abord, évidemment, remercier énormément Bolof Otalu pour la confiance qu'ils nous ont fait, pour l'accompagnement et puis l'implication. Enfin, évidemment, la réussite, c'est Bolof qui l'a eu. Il y a eu quelques très, très bonnes idées qui étaient là, présentes dès le départ. Lauriane, je me souviens, lors du premier séminaire sur la question du go-no-go, sur le fait qu'on ne passera aucune étape. À chaque étape, on a franchi ça en se posant les questions. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va réussir? Et je trouvais que c'était des questions qui étaient extrêmement intéressantes. Donc, bravo à vous. Et donc, l'idée, c'est la question de la culture. C'est vraiment le pilote automatique. C'est est-ce qu'on est satisfait du pilote automatique dont on est équipé aujourd'hui? Et si on veut en changer, sachez que voilà, c'est un projet long, complexe, mais passionnant parce que c'est un vrai parcours passionnant. Donc, merci vraiment beaucoup à vous. On vous propose de rester en ligne pour ceux qui veulent poser des questions. Et puis, j'ai vu que ceux qui devaient partir parce qu'ils avaient une réunion à 10h ont commencé à mettre des petits feedbacks dans les commentaires. Donc, merci de le faire. Et
je partage avec vous nos derniers slides sur les événements. On aura encore un webinaire. Alors, ce ne sera pas un webinaire du coup, ce sera un after-work sur la mixité professionnelle la semaine prochaine. Et ça, je vous assure que ça sera passionnant. Le prochain sera after-work sur le change management qui sera le 12 février. Et là, c'est en présentiel. On essaye de remettre un peu de présentiel et de vous inviter à venir nous voir dans nos locaux. Et puis, 2 événements très importants sur la masterclass régénérative, masterclass management à Rennes et les formations classiques de chaîne critique et de gestion de portefeuille de projet que vous connaissez. Merci encore. Et du coup, pour ceux qui peuvent rester, restez. Et puis là, comme on sera peut-être moins nombreux, vous pouvez utiliser le micro pour poser vos questions. Merci encore et à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci, au revoir. Qui est-ce qui se lance sur une première question? Merci Mélanie. Est-ce qu'il y en a? Alors, il y en avait un qui avait été posé. Donc, Jean-Baptiste, malheureusement, il avait posé une question, mais il s'en va. Mais on la prendra, Jean-Baptiste. Merci Anne. Qui était autour de la quantification de la communication. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Jia, je ne sais pas qui est Jia, mais Je vais finir d'un mot. Bonjour, Très bien. d'abord bravo pour ce beau projet. Il fallait être résilient pour le tenir sur la durée. Et donc bravo. Moi, je m'interroge sur le fait que vous étiez certifié de nombreuses fois, depuis 2016, 2015 même, je crois. Vous aviez un outil d'amélioration continue et malgré ces certifications, ces audits, il fallait remettre un petit peu d'huile dans les rouages avec ce projet qui, et encore c'est peu de le dire. Donc, en quoi, en fait, les démarches de certification n'ont pas réussi à changer cette culture? Bonne question. Non, après, on avait... mais justement, en fait, je pense qu'on était structuré, on avait tous les outils, mais on était plus dans le respect des règles. Donc après, les auditeurs, voilà, ils auditent une partie, ils voient pas forcément tout. Donc voilà. Mais oui, on partait pas de rien au niveau qualité. On était quand même, on avait un bon système, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ouais, c'était vraiment que tout le monde se sente impliqué et pas seulement le service qualité pour être moteur dans la démarche d'amélioration, en fait. Ouais, Je dirais qu'on adressait aussi les comportements, en fait. Oui. Et c'est quelque chose en termes de l'auditeur IATF, s'il tombe malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous donner un petit boost sur l'opérateur qui a mal fait la chose au moment où il est passé, là, ça se voit. Par contre, il y a plein de choses. Un audit, ça reste quand même le sommet de l'iceberg qu'on voit. Oui. En fait, l'audit qu'on a eu, ça a été donc on a eu en fait la personne du client qui est venue plusieurs fois sur notre site et qui a vraiment creusé. C'était du coup, il est quand même allé plus loin, je pense, que les auditeurs des certifications parce qu'il est venu plusieurs fois et donc il a eu vraiment le temps de voir et de plus découvrir en profondeur. Il est allé de partout, il a tout fouillé. Là. Oui. Je voulais intervenir aussi. Faut pas se leurrer lors des